Hello les férus de savoir, n'ai-je pas l'air d'un scientifique avec cette blouse blanche? Selon les votes, vous avez été 2705 à voter pour Newton contre 2535 pour Darwin. À chaque fois, il faut que ce soit aussi serré avec vous. Bon, je vais parler de Newton, bien sûr, bien que j'aurais adoré Darwin. Mais je vous préviens tout de suite que je ne vais pas parler de toutes ses publications et de tous ses travaux, seulement les plus importants, voilà. Donc c'est important de le préciser afin d'éviter toute guerre. Isaac Newton est né le 25 décembre 1642 en Angleterre. Il a bien des métiers, mais gardons le principal, il est physicien. Il ne connaîtra pas son père qui est mort 3 mois avant sa naissance, mais il sera éduqué en partie par sa grand-mère. Mamie va s'occuper de lui, mais Newton n'aura pas une enfance très heureuse. Je n'ai pas trop de détails, mais selon un livre de biographie sur des scientifiques, c'était pas la période la plus happy qu'il ait connue. D'ailleurs, il serait tombé amoureux d'une fille à ses 17 ans, il se serait même fiancé, mais le mariage n'arrivant jamais, Newton finira ses jours seul. Il n'aura jamais de conquête de toute sa vie. Il vit chez un pharmacien du nom de Clark, et devinez comment Newton a-t-il apprécié la science? Eh bien oui, ce pharmacien lui transmet, avec ou sans son bon vouloir, de l'intérêt pour la science. Doué de ses mains, il est capable de construire bien des choses, il va construire des cerfs-volants, des éoliennes, et même des cadrans solaires. Alors comme ça, on se dit « Oh, il est bien sage, il est bien studieux, ce petit Newton », mais selon ses propres dires, il n'était pas vraiment studieux. Au contraire, c'était un petit garçon plutôt inattentif. À 14 ans, sa mère le retire de l'école car elle a besoin d'un fermier et selon elle, Newton en ferait un bon. Mais évidemment, vous vous en doutez bien, c'est pas du tout l'avis de Newton. Par chance, un ancien prof de Newton va le reconnaître et va le faire sortir de là. Selon lui, il a un talent hors du commun et il doit absolument étudier, c'est pour cela qu'il arrive à le faire s'inscrire dans l'université de Cambridge, une très prestigieuse université d'Angleterre. À 19 ans donc, Newton est à Cambridge en tant que subsizar, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de payer de frais d'inscription en tant qu'étudiant, comme on a l'habitude de faire même aujourd'hui et surtout à l'époque, puisqu'il va faire des tâches domestiques dans l'université en question. Un certain Isaac Barrow va marquer la vie de Newton. Il s'agit d'un grand mathématicien qui a tout fait pour que Newton réussisse en fonction de son propre génie, et c'est chose faite puisque 4 ans plus tard, Newton obtient son diplôme. C'est donc à 23 ans qu'il obtient ce diplôme. Et oui, bravo Newton, on l'applaudit quand même, pardon la prononciation. Mais c'est cette même année qu'une épidémie de peste bucolique fait son entrée à l'université. Celle-ci doit fermer ses portes pendant pas mal de jours, mais Newton du coup est parti de l'université, et ce pour 2 années. Alors on se dit qu'il a rien foutu pendant ces 2 années, mais détrompez-vous, il a bossé énormément sur l'optique et sur les mathématiques. À 24 ans, en 1666, il fait très beau, les oiseaux chantent, le ciel est bleu, c'est une merveilleuse journée pour se balader dans un jardin. Et pourquoi pas un jardin avec un pommier? Et si ce pommier allait être à l'origine de la gravitation? Et si grâce à ces pommes, la science prenait un putain de tournant pour le reste de l'humanité? Ce jour-là, Newton se repose sous un pommier dans un jardin et là, une pomme tombe. Pourquoi ne tombe-t-elle pas vers le côté? Ou pourquoi ne tombe-t-elle pas vers le haut? Et oui, à l'époque, on pouvait imaginer ça. Pourquoi tombe-t-elle vers le centre de la Terre? Pourquoi toujours verticalement? Là est la plus énorme gloire d'Isaac Newton, la loi sur la gravitation. Il met au point une équation qui s'appelle la loi en carré inverse. Celle-ci traite de la gravité dépendant de la distance entre 2 objets, comme la Terre et la Lune. Isaac est aussi préoccupé par la lumière. Elle est blanche, d'accord. Mais avec un prisme, on se rend compte qu'elle n'est pas que blanche. Et oui, il y a un magnifique plateau de couleurs. C'est un spectre, c'est le nom qu'on lui a donné, on le connaît tous, ça va du rouge au violet. Newton va bosser sur plusieurs combinaisons de couleurs de ce spectre afin d'en calculer la réfragibilité, c'est-à-dire la manière qu'elle a de se réfracter. C'est d'ailleurs à 25 ans qu'il construit un télescope réflecteur. Celui-ci est construit en remplaçant les lentilles par des miroirs, et ils réfléchissent la lumière pour que les couleurs aient la même puissance. Vous vous souvenez de Barrow, le prof de Newton? Eh bien celui-ci prend sa retraite et veut absolument être remplacé par Newton en tant que professeur de mathématiques. Et c'est chose faite. À 27 ans, Newton devient prof de maths et décide de commencer un cours sur l'optique. C'est une bonne idée ça, Newton. Newton, aussi fort soit-il, va publier des comptes rendus sur la lumière. Mais il va vite se faire démonter sur certains points par d'autres scientifiques européens qui ne sont pas du tout d'accord avec lui. Surtout sur la gravitation, vu que Monsieur Robert Hooke dit qu'il s'est fait piquer l'idée par Newton.
Il envoie même un courrier à Newton pour lui dire de lui laisser la priorité quant à la loi du carré inverse. C'est vous dire, c'est un scientifique anglais, j'ai oublié de vous le dire. En gros, il a dit à Newton, tu m'as piqué la gravitation et tu m'as piqué tous tes travaux là sur la lumière. Ok, Robert Hooke, ok. En gros, c'est une affaire de droit d'auteur. C'est tout con, mais c'est comme ça. Newton aurait pu mettre le nom de Hooke sur certains calculs qu'il a fait grâce à lui. Mais voilà, c'est là la source du conflit, c'est qu'il ne l'a pas fait. À 37 ans, Newton étudie les planètes et tout ce qui va avec. Et il se base bien sûr sur le travail des plus grands, comme Copernic ou Kepler. Des gens qu'il juge très importants dans le monde de la science. Et il a raison. À 42 ans, monsieur Edmund Halley vient rendre visite à Newton et ils vont discuter un petit peu des orbites qui rien du tout, ils vont discuter des orbites, de l'orbitation des planètes. Et c'est là que Newton commence à rédiger un livre qui va exploser le monde de la science, qui s'appelle Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. D'ailleurs, pour l'époque, écrire un livre en 18 mois, c'est-à-dire 1 an et 6 jours, c'est assez incroyable et Newton l'a fait. Au fait, monsieur Halley, ou Halley comme vous voulez, il est connu pour avoir donné son nom à une comète. Et à partir du jour où Newton lui a apporté des calculs pour prouver ses dires, il va devenir le preneur en charge des publications de Newton. À 45 ans, le livre sort et presque tous les scientifiques s'accordent à dire qu'il s'agit là d'un chef-d'œuvre scientifique. Dans ce livre que vous pouvez trouver en format PDF, ça parle de marées, de mouvements lunaires et de saisons. À 54 ans, il démissionne de Cambridge pour se tourner vers un tout autre métier. Il est maître de la monnaie. Et il travaille à Londres maintenant, donc il gère la monnaie, et selon lui, il y a 1/5, donc 20% de la monnaie qui est contrefaite. Et il va tout faire pour trouver ceux qui ont de la monnaie contrefaite, et il va réussir à en trouver une bonne dizaine, et ils mourront écartelés, puisque c'était la sentence qui était réservée à ces gens-là. À 63 ans, il est nommé chevalier par la reine Anne. C'est pour ça qu'il y a le petit Sir devant son prénom. Sir Isaac Newton. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il va continuer à travailler dans la monnaie vu qu'il sera nommé directeur et peu de temps après, quelques années, il va choper une maladie, sans doute la goutte. Il va devoir être alité pendant 3 ans, c'est-à-dire ne plus pouvoir bouger du lit. Et c'est le 31 mars 1727, après tant de souffrances, qu'il meurt à 84 ans. Il est inhumé à l'abbaye de Westminster, là où normalement partent les rois d'Angleterre, c'est donc une chose assez incroyable pour un scientifique, et une foule impressionnante sera là pour suivre le cortège, ce qui impressionna Voltaire quand il en parle, d'avoir vu une telle foule pour ce scientifique. Son nom est à jamais gravé dans nos mémoires, ne serait-ce que pour la petite histoire de la pomme, et sa tombe est tout à fait visitable dans l'abbaye de Westminster, je l'ai même vu quand j'étais petit, mais je n'ai absolument pas réalisé devant quelle tombe j'étais. Allez, c'est parti pour les anecdotes, et je vous en ai dégainé 8 quand même, 8. Pour étudier l'optique durant sa jeunesse, Newton a eu la bonne idée de s'enfoncer un bâton en bois ou une aiguille, on sait pas vraiment, sous l'œil, enfin sous l'orbite, vous voyez, bien au fond là. Et il observait des cercles de couleurs, voilà, histoire de... Enfin, c'est pour la science, faut le faire, pour la science, il paraît. Je comprends. Pour la pomme tombée d'un arbre, certains pensent qu'il s'agit d'une légende, et que l'arbre en question, enfin le pommier, est celui-ci. Il s'agit d'un arbre vraiment planté à Cambridge, et il y a même un morceau de cet arbre qui a été envoyé dans l'espace il y a quelques années. Pourquoi Non, c'est rien du tout. Une dent de Newton a été vendue un siècle après sa mort à peu près à 3600 $, ce qui équivaut aujourd'hui à peu près 36 000 $. Il s'agit de la dent la plus précieuse du monde, et c'est même dans le Guinness des records, c'est pas moi qui l'invente. Si c'est la vraie dent de Newton, je veux bien la racheter. Il est né prématuré, de l'ordre de 3 mois d'avance, à peu près, et selon sa mère, il tenait à peine dans une tasse. Et quand on voit le contenant de cette tasse, on se demande comment il a survécu. Et oui, il a frôlé la mort de très près. Il est né le jour de Noël, et ça c'est merveilleux, les gens qui me connaissent savent que j'adore Noël, écoutez, cette mélodie, elle est sublime. Il est aussi accessoirement né durant l'année de la mort de Galilée. Bon, ça on s'en fout, d'accord. Galilée, il est important, il aura le droit à un tea time d'ailleurs. Il tenait une liste de choses vilaines qu'il jugeait être des péchés, en tout cas pour lui. La liste est disponible en description, il s'agit de la vraie liste que Newton a tenue, et selon lui, voilà, ce sont des choses vilaines, comme utiliser le mot Dieu un peu trop souvent, voler des cerises aux voisins, taper sa sœur. Oui, pour taper sa sœur, bon... Voilà, je comprends, mais ce sont des petites choses dont il a honte. Je vous l'ai dit, il adorait créer des objets, et pour le cadran solaire, il en avait fait même presque une obsession. Il essaie de voir ça comme un défi à lui-même, puisqu'il mettait à chaque fois des points dans sa chambre, toutes les heures, les demi-heures et les quarts d'heure. Et c'est comme ça qu'il a découvert comment fonctionnaient les équinoxes et les solstices. Vous avez un chat, oui, un joli petit minou, là, qui fait son caca dans sa litière, c'est très bien, et puis quand il sort, il utilise la chatière, c'est très bien. Mais la chatière, comment elle est arrivée ici ?
Eh bien oui, c'est une invention de Newton lui-même. Pendant qu'il étudiait la lumière, il se plongeait parfois dans l'obscurité la plus totale, et quand son chat entrait par la grande porte et faisait du coup un sacré rayon de lumière, vilain minou va, eh bien celui-ci a eu l'idée tout simplement de faire un trou dans le bas de la porte en mettant un petit portillon, et du coup, il passait et ça se refermait derrière lui. Voilà comment est née la chatière. Ça, c'est une putain d'anecdote. Allez la raconter. Allez-y, racontez-la à votre maman ou votre papa qui a un petit chat, un petit minou. C'est là-dessus que je vous laisse, je vous dis samedi prochain à 17 h pour un nouvel épisode de Curiosity, la série que vous aimez tant, et ce sera sur le Loch Ness. Je parle principalement du lac, bien qu'il y aura bien sûr une parenthèse sur le monstre du Loch Ness, mais le Loch Ness c'est le lac. Enfin bon, rendez-vous samedi prochain à 17 h pour Curiosity. Je vous laisse sur cette phrase de Newton qui, depuis ma jeunesse, est pour moi quelqu'un de très important pour la science. J'ai vu plus loin que les autres parce que je me suis juché sur les épaules de géants. Copernic, Galilée, Aristote, Kepler, Descartes.